Bonjour à tous. Pour cette première vidéo qui va nous permettre d'assurer la continuité pédagogique des cours de chimie, je vous propose de reprendre le DS numéro 4 et on va en faire une correction détaillée question par question. Donc la première partie du DS portait sur un problème de chimie décomposé en deux sous-parties. Dans la première question, on nous demandait de rappeler une définition du cours qui est la définition d'une base de Lewis. Donc reprenez votre leçon, on l'avait déjà donné je crois au niveau du chapitre numéro 2, on l'avait rappelé ensuite au chapitre numéro 4. Une base de Lewis, c'est une entité chimique qu'on avait abrégée sous la forme Bl avec un doublet non liant. C'est donc une entité chimique possédant au moins un doublet électronique non liant. Faites attention lorsque vous donnez cette définition de ne pas confondre les termes entité, qui correspond à une seule molécule, un seul ion, et espèce chimique, qui correspond à une collection d'un très grand nombre d'entités chimiques qui sont toutes identiques. Donc là, on nous demandait ensuite d'expliquer pourquoi ces entités sont qualifiées de nucléophiles. Nucléophile, c'est une entité qui va être attirée par les charges positives, et les bases de Lewis, puisqu'elles ont un doublet d'électrons chargé négativement, vont être attirées par ces charges positives. Dans la seconde question, on nous demandait d'analyser l'équation bilan précédente. Elle est de la forme RY plus NU- donne RNU plus Y-. Et à partir de cette analyse, on nous demande de décrire le rôle du fragment Y, présent initialement au niveau de la molécule de substrat. Alors, si on observe ce substrat, on voit qu'il est relié au groupement R, qui correspond à un fragment indéterminé de la molécule, et à la fin de la transformation, Y est parti en emportant avec lui une paire électronique, et donc il est devenu un fragment Y-. Par conséquent, c'est ce qu'on peut appeler un groupe partant. Ensuite, dans la troisième question, on considérait une transformation chimique particulière avec un substrat qui comporte un atome de brome, un nucléophile qui est un ion iodure, et on obtient comme produit un iodoalcane et un ion bromure. On nous demande dans la question 3 de nommer chacune des entités chimiques présentes dans la transformation. Alors là, il faut faire attention de ne pas confondre le rôle de l'entité, substrat, nucléophile, nucléofuge, avec son nom. Ici, lorsqu'on parle des noms, on veut de la nomenclature systématique. Donc je vais réécrire l'équation de la réaction. Donc le substrat, voici sa structure. Lorsqu'on cherche à déterminer son nom, eh bien, il faut numéroter la chaîne carbonée principale en s'arrangeant pour que l'indice numérique des fragments substituants soit le plus petit possible. Donc là, ici, on va numéroter en mettant le carbone numéro 2 au niveau du carbone qui porte l'atome de brome. Étant donné qu'on a 4 carbones dans la chaîne, ce sera un dérivé du butane, et on précise la position du brome sur le carbone 2. On aura donc ici du 2-bromo-butane. L'autre réactif, c'est l'ion iodure, I-. Et du côté des produits, bien, on obtient des choses assez symétriques. Lorsqu'on remplace le brome par un iode, on va former du 2-iodo-butane. Et pour terminer, Br-, qui est l'ion bromure. Alors, après avoir donc nommé ces molécules, dans la question numéro 4, on nous dit qu'on s'intéresse au carbone fonctionnel du substrat. Le carbone fonctionnel, c'est celui qui porte l'atome de brome, c'est celui-ci. Dans le produit, ce carbone se retrouve à ce niveau. Et on nous demande d'établir sa géométrie propre en appliquant la méthode VSEPR. Alors, je vous avais aidé un petit peu au niveau de la structure en mettant en évidence sur le document un atome d'hydrogène pour bien montrer que ce carbone était relié à 4 groupements. Donc, qu'on considère le substrat ou le produit, à chaque fois on aura une géométrie de type AX4E0. Donc le carbone est relié à 4 fragments substituants, il n'est pas porteur de doublet non liant. Par conséquent, la géométrie globale va s'identifier à la géométrie propre, et ce sera donc ici une géométrie tétraédrique.
Une fois qu'on avait donné cette géométrie, eh bien, on pouvait faire un schéma en 3 dimensions, en perspective, ou en utilisant par exemple la représentation de Cram. On pouvait même s'inspirer d'ailleurs du schéma qui était mentionné en page numéro 3 pour avoir une représentation de Cram assez jolie. Alors ensuite, pour la question numéro 5, on nous demande de reproduire le schéma qui est mentionné en haut de la page numéro 2, de rajouter les paires électroniques non liantes, d'entourer les charges formelles et d'ajouter les déplacements électroniques qui correspondent au réarrangement des électrons entre les réactifs et les produits. Alors, en reprenant exactement ce qui est sur l'énoncé, on a le substrat qui est comme ceci, on voit qu'il y a un atome de brome, on doit savoir que le brome est un atome d'halogène, il a donc 3 doublés non liants, on l'avait montré au cours du chapitre numéro 2, on l'avait revu aussi au cours du chapitre numéro 4. L'autre réactif, c'est un ion iodure, donc lui il va avoir 8 électrons de valence autour de lui, ce qui s'accompagne en supplément d'une charge formelle négative. Je vous rappelle qu'il faut entourer ces charges formelles pour ne pas les confondre avec un doublé non liant. La réaction peut avoir lieu dans les deux sens, avec une constante de vitesse kd dans le sens direct, ki dans le sens inverse. Au passage, les flèches qui ont été choisies nous permettent de voir que la réaction est un acte élémentaire. Et au niveau des produits, eh bien, c'est assez symétrique par rapport aux réactifs. L'iode porte 3 doublés non liants comme le brome précédemment, et l'ion bromure, 4 doublés non liants comme l'ion iodure. Si maintenant on essaye d'ajouter des déplacements électroniques pour pouvoir expliquer la transformation chimique, eh bien on peut par exemple, c'est ce qu'on redemandait dans la question 6, évoquer la polarisation des liaisons carbone-halogène. L'électronégativité du carbone est inférieure à l'électronégativité d'un halogène X, avec X qui représentera fluor, chlore, brome ou iode. Et par conséquent, le centre carboné qui est ici sera porteur d'une charge partielle delta+, alors que l'halogène auquel il est relié sera porteur d'une charge partielle delta-. Concernant l'ion iodure, il a 4 paires électroniques non liantes et un excès d'électrons qu'on voit à travers la charge négative. Lorsque les électrons se réarrangent, on va alors dessiner des flèches, courbes, correspondant au mouvement de ces électrons. L'ion iodure va prendre une de ces paires électroniques, et là on peut choisir celle qu'on préfère, pour venir attaquer précisément au niveau de l'atome de carbone. Les erreurs qu'on a pu voir dans le DS, c'est des personnes qui écrivaient le déplacement électronique qui arrivait soit sur la paire électronique, les électrons ne vont pas directement se rapprocher d'autres électrons. Une autre erreur que j'ai revue plusieurs fois, eh bien, c'est des gens qui faisaient attaquer l'iode au niveau du brome. Vous voyez que le brome, il est entouré d'électrons, il va donc repousser un centre négatif comme l'ion iodure. Donc ça ne marchera pas non plus. Qu'est-ce que veut dire cette flèche verte qu'on vient de tracer? Eh bien, ça veut dire que l'atome d'iode, l'ion iodure, est en train de se lier au carbone fonctionnel qui est ici. Cependant, le carbone ne peut pas faire plus de 4 liaisons chimiques, ça c'est la règle de l'octet qui l'impose, et ça veut dire qu'au moment où cette flèche est tracée, une liaison commence à se former, mais simultanément, une autre liaison doit être rompue. Laquelle? Eh bien, la seule qui est susceptible de former les produits tels que mentionnés dans le sujet, à savoir la liaison carbone-brome. Lorsque ce deuxième déplacement électronique a lieu vers l'atome de brome, il récupère donc une paire électronique supplémentaire et devient donc l'ion bromure qu'on avait du côté des produits. Alors ensuite, donc dans la question numéro 6, on nous demande de parler de la polarisation des liaisons carbone-halogène. Donc là, ce que j'ai principalement déploré dans cette question, c'est des personnes qui me mettent des blocs de texte. Alors c'est fastidieux à lire, alors qu'en réalité, ça peut être répondu, cette question, très très rapidement. Il suffit de dire qu'on considère une liaison CX, avec X un atome d'halogène, donc fluor, chlore, brome ou iode. Comme ce que j'ai écrit au-dessus, on rappelle ensuite que l'électronégativité du carbone est inférieure à l'électronégativité d'un halogène X. Par conséquent, la liaison est polarisée, et il faut préciser comment elle est polarisée. Delta plus sur le carbone, delta moins sur l'atome d'halogène.
Ensuite, dans la question numéro 7, on nous proposait donc un tableau qui nous donnait les longueurs des liaisons carbone-brome et carbone-iode, ainsi que les énergies de dissociation qu'on avait notées D0. Je vous rappelle que l'énergie de dissociation, c'est l'énergie à apporter à une mole de liaison à l'état gazeux pour séparer de façon homolytique, c'est-à-dire en répartissant un électron à gauche, un électron à droite, donc pour séparer les deux atomes et obtenir des atomes gazeux également. Alors, on nous dit que la liaison carbone-iode est plus longue que la liaison carbone-brome. Est-ce que c'est en accord avec les énergies de dissociation? On se souvient simplement, pour répondre à cette question, que une liaison courte est une liaison forte. Une liaison est forte à condition que les atomes qui la constituent soient plus proches les uns des autres, donc. Et donc, si il faut les séparer, eh bien, on a plus d'énergie à apporter. Donc, une liaison forte est associée à une énergie de dissociation D0 élevée. Donc, on analyse les valeurs du tableau. On remarque que la liaison la plus longue carbone, c'est laquelle? C'est la carbone-iode, est associée à l'énergie de dissociation la plus faible. Donc, tout va dans le bon sens. Les résultats qui sont dans le tableau sont bien cohérents avec les données qu'on avait données dans le cours. Alors, on poursuit avec cette fois la question numéro 8. Alors, cette question numéro 8, elle a été relativement mal traitée. On nous demande de supposer que l'énergie du système ne varie que par les modifications de liaison carbone-halogène. Et donc, on nous propose de faire un bilan énergétique pour proposer une valeur de la variation d'énergie du système au cours de la réaction. Alors, on va voir comment faire ce bilan énergétique. C'est un truc que vous referez souvent en thermodynamique physique et également en thermodynamique chimique en seconde année. Donc, on commence par poser le système qu'on va étudier. Ce système, ce sera la molécule de substrat. Lorsque la réaction a lieu, deux choses opèrent simultanément. D'une part, la rupture de la liaison carbone-brome et d'autre part, la formation de la liaison carbone-iode. Donc, en termes d'énergie apportée au système, l'énergie apportée au système, elle va être utile à la rupture de la liaison initiale, à savoir la liaison carbone-brome. Donc, l'énergie apportée correspond à plus D0 CBr. En ce qui concerne la façon de compter l'énergie pour un système, on avait déjà vu cette convention. On met le signe plus lorsque l'énergie est reçue par le système, et au contraire, si l'énergie est libérée par le système, on choisira le signe moins. Et justement, pour l'énergie libérée, au cours de la réaction, une liaison carbone-iode se forme. Au moment de sa formation, elle va libérer une certaine quantité d'énergie. La libération se traduit par le signe moins, et la liaison concernée, c'est la liaison CI. Si maintenant on veut avoir la variation d'énergie du système, delta E, eh bien, on utilise la propriété d'extensivité de l'énergie, on dit aussi parfois l'additivité, en disant que delta E, c'est égal à la somme de l'énergie apportée au système plus l'énergie libérée ce qui va donc nous faire D0 de la liaison carbone-brome moins D0 de la liaison carbone-iode. Donc la formule littérale à laquelle on souhaitait aboutir, c'est celle-ci. Et une fois qu'on a cette formule littérale, on peut passer à une application numérique. Et delta E va valoir au final 72 kJ mol-1. Ce delta E correspond donc à la variation d'énergie du système entre l'état initial et l'état final. Donc là, on a utilisé le bilan énergétique pour le calculer, mais ça correspond aussi, une autre façon de l'écrire, à l'énergie finale moins l'énergie initiale du système. Et puisque ce terme est positif, eh bien ça veut dire que l'énergie finale va être plus grande que l'énergie initiale.
Un dernier petit commentaire, lorsqu'on a comme ça une réaction pour laquelle la variation d'énergie au cours de la transformation est positive, donc là ici on a ΔE qui est positif, ça signifie que globalement le système va libérer de l'énergie, au contraire c'est positif, donc il ne va pas libérer, il va recevoir de l'énergie de la part du milieu extérieur, donc on aura une transformation qu'on va qualifier d'endothermique. Donc endothermique, ça veut dire que le chimiste doit apporter l'énergie thermique pour que la transformation se fasse, par exemple en utilisant un chauffe-ballon. Alors grâce à la réponse à cette question, on peut maintenant passer à la question numéro 9, dans laquelle on demandait d'aborder le profil réactionnel de la transformation, et il fallait déterminer si c'était un acte élémentaire à caractère tardif ou précoce. Puisqu'on a dit que l'état final du système était plus élevé en énergie que l'état initial, lorsqu'on aborde la question numéro 9 et qu'on souhaite tracer le profil réactionnel, donc sur ce profil réactionnel, on va avoir en ordonnée une énergie potentielle électrique d'interaction entre les réactifs. Sur l'axe des abscisses, on note CR, CR c'est pour coordonnées réactionnelles, une grandeur géométrique qui va varier de façon continue lorsqu'on évolue des réactifs vers les produits. On a mis en évidence que l'état initial du système était plus bas en énergie que l'état final, donc je peux placer les paliers de cette façon, et on peut même aller plus loin en se disant que l'écart entre les paliers, qui est ici, correspond à la valeur de ΔE. Maintenant, pour passer de l'état initial vers l'état final, eh bien, d'après la théorie du complexe activé, on va avoir besoin d'une énergie d'activation, passage par une valeur maximum de l'énergie, avec au sommet de la bosse le complexe activé. Et pour avoir un schéma qui est parfaitement complet, on n'oublie pas de rajouter l'énergie d'activation. Donc si on lit le profil de la gauche vers la droite, on réalise la transformation dans le sens direct, et l'énergie d'activation EA direct correspond à la hauteur entre le palier des réactifs et le sommet de la bosse. Si on lit le profil réactionnel dans le sens droite vers gauche, donc pour l'acte élémentaire en sens inverse, on utilise le principe de micro-réversibilité qui nous dit que la forme de la courbe n'est pas changée. Et pour avoir la hauteur du palier d'énergie d'activation en sens inverse, on prend le palier des réactifs, qui est maintenant celui de droite, on remonte jusqu'au sommet de la bosse, et on aura ici donc l'énergie d'activation EAI en sens indirect. Pour finir de compléter ce genre de schéma, on n'oublie pas que les deux paliers qu'on a mis à gauche et à droite correspondent à des structures moléculaires qui sont en interaction, à gauche les réactifs, à droite les produits, et donc il faudra noter tous les réactifs et tous les produits pour que le schéma soit complet. Donc on a ici le réactif bromé et un ion iodure, et à l'état final, substitution du brome par l'iode et libération d'un ion bromure. Pour terminer cette question numéro 9, on nous demande de discuter du caractère renversable de la réaction. Donc, est-ce que la réaction peut se faire de la droite vers la gauche? Eh bien, comme je vous le disais, le principe de micro-réversibilité nous dit qu'on ne change pas la forme de la courbe, et vous voyez qu'en sens inverse, l'énergie d'activation est bien plus petite qu'en sens direct. Donc, si on chauffe la transformation pour que le seuil d'énergie d'activation en sens direct soit passé, eh bien forcément on apportera aussi suffisamment d'énergie au système pour que l'énergie d'activation en sens inverse soit atteinte, et du coup la transformation aura sans aucun doute un caractère renversable. Alors ensuite, pour la question numéro 10, on nous demande: existe-t-il selon votre analyse une relation entre les énergies de dissociation des liaisons mentionnées dans le tableau et l'énergie d'activation de la réaction R? Donc pour répondre à cette question, on peut s'appuyer directement sur le tracé du profil réactionnel qu'on a fait à la question précédente. Et vous voyez que ici, d'après les petits pointillés qu'on a tracés, il existe un lien entre la variation d'énergie ΔE et les énergies d'activation en sens direct et inverse. Graphiquement,
on s'aperçoit que delta E, c'est égal à la différence entre l'énergie d'activation en sens direct moins l'énergie d'activation en sens inverse. Alors, pour la suite, question numéro 11, on nous demande de proposer un protocole expérimental qui va nous permettre de déterminer l'énergie d'activation de la réaction. Et en dessous, je vous avais mis un petit paragraphe pour vous dire qu'il fallait construire le raisonnement et être relativement détaillé, sans bien sûr non plus se noyer sous les détails, puisque souvenez-vous que dans un format concours, il faut toujours penser à l'efficacité de vos réponses. Alors cette question, elle est très classique, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, et pour autant, il y a très peu de personnes, à peu près seulement 10% sur l'ensemble des deux classes, qui m'ont fourni des réponses satisfaisantes. Donc la première chose, lorsqu'on vous demande de parler de l'énergie d'activation et de la déterminer, vous devez tous avoir un réflexe qui est d'invoquer la loi empirique d'Arrhenius. Arrhenius qui nous dit que pour une transformation activée thermiquement, la constante de vitesse, K, varie lorsque la température varie, et il nous a donné une expression de cette variation. On a d'abord un facteur pré-exponentiel A de t qui va avoir la même unité que K, unité qui est variable suivant l'ordre de la réaction, multiplié par l'exponentielle d'un terme particulier, moins EA, l'énergie d'activation, sur R fois T, avec R, la constante des gaz parfaits, et T, la température thermodynamique. Alors, lorsqu'on a cette transformation, on souhaite déterminer l'énergie d'activation et on constate qu'elle est ici coincée, en quelque sorte, à l'intérieur de l'exponentielle. Elle est donc en exposant. Si on veut l'extirper de là, on a vu que la méthode, c'est la linéarisation, et pour ça, on utilise le logarithme népérien. Donc, on écrit que ln de k, fonction de la température, est égal à ln du facteur pré-exponentiel, lui aussi fonction de la température, moins EA sur R fois 1 sur T. Et lorsqu'on a cette équation linéarisée, eh bien, la mauvaise idée que j'ai vue trop souvent, c'est de se dire on va isoler le terme énergie d'activation et l'exprimer en fonction des autres termes. Eh bien, on pourrait faire ça, mais on déterminera alors cette énergie seulement sur une seule expérience et la valeur qu'on obtiendrait pourrait être très certainement faussée. L'idéal, c'est de procéder avec plusieurs transformations et de réaliser une régression linéaire comme on l'avait vu dans le cours. Donc si jamais vous souhaitez revoir ça, c'était dans la leçon C3L2, celle qui porte sur les mécanismes réactionnels au moment où on avait donné justement la loi d'Arrhenius. L'idée, c'est de faire à partir de cette transformation la régression linéaire suivante. ln de k va constituer l'axe des ordonnées, 1 sur t sera porté sur l'axe des abscisses, et les deux grandeurs restantes, ln du facteur pré-exponentiel, ce sera l'ordonnée à l'origine, et le coefficient moins EA sur R sera égal au coefficient directeur. Ça, c'est une méthode classique, et d'ailleurs, au passage, c'est celle que je vous demandais d'appliquer dans une question qui se trouvait un peu plus loin, la question numéro 21. Donc, arrivé ici, comment est-ce qu'on fait pour faire cette régression linéaire expérimentalement? Eh bien, il va nous falloir plusieurs valeurs de la grandeur y, donc plusieurs valeurs de constante cinétique k. Étant donné que k varie lorsque la température varie, ça veut dire qu'on doit travailler à des températures différentes. Donc, ce qu'on doit écrire dans sa copie, c'est qu'on réalise plusieurs suivis cinétiques, chacun étant réalisé à température constante, et les différentes températures vont varier sur une plage qui va être inférieure à 100 degrés Celsius. Lorsque la plage de température est inférieure à 100 degrés Celsius, on peut alors faire l'hypothèse que le facteur pré-exponentiel ne varie quasiment plus avec la température, ce qui va du coup nous permettre d'avoir une constante pour l'ordonnée à l'origine. Pour la détermination de la constante cinétique, eh bien, on utilise
une des méthodes qu'on a vues dans le cours. Donc on peut invoquer soit la méthode intégrale, soit la méthode différentielle par exemple. Et une fois qu'on a notre collection de valeurs de K et de température, on procède à la régression linéaire. Donc vraiment, pour cette question 11, pour conclure là-dessus, retenez bien le protocole, ça fait partie des questions très classiques qu'on peut vous poser, à la fois dans un exercice, mais également en question de cours pour de la cinétique. Alors, dans la suite du problème, pour la première partie, on évoquait les critères de stéréochimie, c'est-à-dire l'approche dans l'espace des réactifs les uns vis-à-vis des autres. Donc le mécanisme réactionnel qu'on avait dessiné au début du sujet, on va le reprendre en essayant maintenant de lui apporter plus d'informations, des informations sur l'approche des réactifs. Et on nous demandait, dans la question numéro 12, de donner une théorie permettant de relier la géométrie d'approche des réactifs à la vitesse d'une réaction élémentaire. Cette théorie, c'est la théorie des collisions. Et la théorie des collisions, donc si vous voulez la révision, on l'avait vu dans le chapitre de cinétique numéro 3, leçon numéro 3. Elle nous dit que la vitesse d'un acte élémentaire va être proportionnelle au nombre de chocs efficaces qui ont lieu à l'intérieur du système réactif. Un choc efficace, c'est un choc qui valide deux critères. Un critère de géométrie favorable, il faut que les réactifs approchent en mettant leur fonction chimique avec le bon angle d'attaque l'une vis-à-vis de l'autre. Et le deuxième critère, c'est un critère énergétiquement favorable. Il faut que le choc ait suffisamment d'énergie sans non plus en avoir trop. À ce moment-là, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que la vitesse d'un acte élémentaire RAE est proportionnelle donc au nombre de chocs efficaces. Et donc maintenant qu'on s'intéresse donc à cet aspect géométrique, dans la question 13, eh bien, on va reproduire la réaction. Et vous voyez que cette fois, les représentations des molécules ne sont plus des représentations planes. On a pris des formules sous représentation de Cram, de façon à mettre donc l'aspect géométrique en avant. Je vais d'abord reproduire le schéma tel que c'était demandé dans la question numéro 13. Alors, le carbone fonctionnel porte l'atome de brome, il porte également un fragment CH3, méthyle, à l'arrière un hydrogène, et dans le plan de la représentation, un fragment éthyle, C2H5. L'autre réactif, c'est l'ion iodure, I-, et la transformation va fournir ce produit plus un ion bromure. Donc là, pour le moment, j'ai juste recopié le sujet. On nous demande de compléter en entourant les charges formelles et en ajoutant également les paires électroniques non liantes. On nous demande ensuite de dessiner le déplacement électronique qui rend compte de cette transformation. Et là, lorsqu'on analyse la position des groupements dans les réactifs et dans les produits, il y a quelque chose qui doit être un petit peu choquant. On voit que du côté du substrat, l'atome de brome est fixé sur la droite du carbone fonctionnel. Alors que dans le produit, l'halogène qui substitue le brome, eh bien, il est relié au carbone fonctionnel encore, mais cette fois-ci, il est du côté gauche. Et donc, il faut rendre compte de la fixation de l'iode sur le côté gauche du carbone. Par conséquent, lorsqu'on va dessiner le déplacement électronique, eh bien, l'attaque de l'iode va se faire en passant sur la gauche. La flèche arrive, je vais le faire plus précisément, sur l'atome de carbone. Et donc, puisque l'iode attaque sur la gauche, il va se fixer, se lier, en restant à gauche. Cette attaque particulière, c'est ce qu'on nomme en chimie une attaque dorsale. Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque cette flèche est tracée, ça veut dire que là, ici, l'iode commence à se lier à l'atome de carbone fonctionnel. Il est borné ce carbone par la règle de l'octet, et donc il doit perdre une liaison chimique, la plus faible de celle qu'il fait avec les autres groupements. Vu la tête des produits, eh bien, cette liaison la plus faible, c'est celle avec le brome.
Il va donc récupérer ce brome une paire électronique non liante pour devenir un ion bromure. Donc le côté stéréochimique de la réaction, il est porté donc par cette flèche-là qui montre l'attaque de l'iode sur la gauche. Pour la question numéro 14, on nous demande ensuite donc d'analyser le schéma ci-dessus, donc celui de la question 13, et de proposer une structure plausible pour le complexe activé. Donc le complexe activé, c'est la structure moléculaire hypothétique qui a été développée dans la théorie du complexe activé, toujours dans la leçon C3L3. Cette structure, eh bien, elle est à mi-chemin entre celle des réactifs et celle des produits. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de rendre compte de cette transformation. Première chose, lorsqu'on dessine un complexe activé, on n'oublie pas la nomenclature spéciale, on va mettre des crochets et un petit symbole en exposant le double bel. Maintenant qu'on a fait ça, on peut écrire à l'intérieur la structure moléculaire qui est hypothétique. Alors, en ce qui concerne le carbone fonctionnel, je vais le représenter au centre de la structure. Dans le substrat, on remarque que ce carbone fonctionnel porte sur sa droite un atome de brome. À la fin de la réaction, le brome est resté sur la droite par rapport au carbone fonctionnel. Donc, on peut raisonnablement penser que dans la structure du complexe activé, le brome est à droite. On sait en plus que la liaison carbone-brome est en cours de rupture, donc je vais faire des petits pointillés rouges pour justifier cette rupture. En ce qui concerne l'atome d'iode, alors là c'est un peu spécial, on l'a écrit tout à l'heure à droite, mais on vient de montrer que l'approche se fait en passant sur la gauche. Du coup, l'iode, lorsqu'il commence à se lier au carbone, il est du côté gauche. Et vous voyez que dans la structure du produit, il est encore une fois du côté gauche. Du coup, tout nous laisse à penser que dans le complexe activé, l'iode se trouve à gauche également. Là, ici, la liaison est en cours de formation. Donc cette fois, je vais mettre des petits pointillés verts pour modéliser ça. Les deux atomes d'halogène portent 3 doublés non liants, qui sont présents à chaque fois. Et vous voyez que globalement, l'entité va être chargée comme le système des réactifs et le système des produits, donc avec une charge moins. Donc si on ne veut pas s'embêter, on rajoute ici une charge globale moins avec un petit coin. Maintenant, concernant les substituants portés par le carbone, regardez dans un premier temps le fragment éthyle, C2H5. Il est initialement dans le plan de la représentation en haut à gauche. À la fin, il est toujours dans le plan de la représentation, mais en haut à droite. Du coup, on peut raisonnablement penser que entre les deux, il va être dans le plan de la représentation et plutôt au milieu. On a donc ici le fragment éthyle. Et pour les autres groupements, c'est la même chose. Le CH3, qui était initialement à l'avant en bas à gauche, se retrouve à l'avant en bas à droite, donc intermédiairement, il va être dans un plan perpendiculaire aux liaisons carbone-halogène, plutôt vers l'avant. Et pour l'hydrogène, il va être dans le même plan perpendiculaire, mais vers l'arrière. Alors, lorsqu'on regarde la structure de ce complexe activé, on peut être un petit instant interpellé par le fait que dans cette représentation, le carbone a autour de lui 5 groupements substituants, alors que depuis tout à l'heure, j'ai déjà rappelé qu'il était limité par la règle de l'octet à 4 liaisons chimiques. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'écrire ceci? Parce que les liaisons qu'on a mis en pointillés vert et rouge ne sont pas des vraies liaisons chimiques, mais des liaisons qui sont, on peut les qualifier de demi-liaisons, c'est-à-dire qu'elles sont en cours de rupture, en cours de formation. Ça veut dire que là, quand les électrons s'approchent, simultanément, les autres électrons s'éloignent, si bien que, au global, le carbone aura toujours 8 électrons autour de lui pour respecter l'octet. Pour terminer cette première partie, la question numéro 15 nous dit que pour l'atome de carbone fonctionnel, quelle est la géométrie prévue par la méthode VSEPR à l'intérieur du complexe activé? Alors, on va appliquer la méthode VSEPR de façon assez bête, en se disant que ce carbone-là, il aura pour géométrie du AX5E0. En effet, on voit que le carbone ne porte pas de doublé non liant, et il a autour de lui donc ces 3 substituants liés de façon covalente, et de rupture
deux liaisons, une en cours de rupture, l'autre en cours de formation, sous forme de pointillés. Pour la géométrie AX5E0, on attend une géométrie globale identique à la géométrie propre, puisqu'il n'y a pas de doublé non liant, à savoir une bipyramide à base triangulaire. Et cette bipyramide à base triangulaire, eh bien, c'est effectivement ce qu'on observe dans le complexe activé. Si je rajoute en noir donc la forme géométrique, la base triangulaire, elle est définie par les substituants liés chimiquement au carbone. Ensuite, on a une première pointe de bipyramide qui va jusqu'à l'atome de brome, et une seconde pointe de la bipyramide qui va jusqu'à l'atome d'iode. Donc, est-ce que cette forme prévue par la méthode VSEPR est cohérente avec la structure du complexe activé précédente? Eh bien oui, on a une forme bipyramide à base triangulaire régulière. Et donc avec ça, on termine la première partie du DS. Pour la seconde partie, donc, on propose maintenant de faire une étude cinétique expérimentale d'une réaction de substitution nucléophile. Donc, sur le sujet, on nous donne la structure d'un substrat, le nucléophile qu'on va prendre, ce sera un ion iodure, et on obtient à la fin un dérivé de la famille des iodoalcanes, noté Ri, et un fragment un peu plus complexe qu'on abrège par TS au moins, qu'on appelle un ion tosylate. Alors, question numéro 16. On nous demande si l'ion tosylate, TS au moins, est stable ou non. Et on nous demande pour ça de justifier soigneusement à l'aide de plusieurs représentations moléculaires. Lorsque vous avez un indice comme ça, plusieurs représentations moléculaires, vous devez penser qu'on va utiliser les formules mésomères. Plusieurs d'entre vous sont malheureusement passés à côté de cet indice. Alors, on va commencer par dessiner la structure. Je vais le reprendre tel que c'est écrit dans le sujet. Donc voici la structure de l'ion tosylate, et vous voyez que lorsque je la dessine, je prends soin d'ajouter tous les doublés non liants et également les charges formelles que j'entoure. Toujours faire attention à la rigueur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce que, vu qu'on cherche à écrire de la mésomérie, on va vouloir mettre en évidence des enchaînements caractéristiques. Et pour mettre en évidence ces enchaînements caractéristiques, il nous faut notamment les lacunes électroniques et les doublés non liants. Alors déjà, si on analyse cette structure moléculaire-là, est-ce que ça, c'est plutôt stable ou instable? Eh bien, on remarque à l'intérieur qu'on a un atome de soufre qui fait 6 liaisons chimiques, il est dans un état d'hypervalence, il fait son nombre maximum de liaisons, pas de problème concernant le soufre. Pour les atomes de carbone du cycle et les hydrogènes, il y a respectivement respect de la règle de l'octet et du duet, aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne les oxygènes, eh bien pour celui représenté ici en bas et celui en haut, ils ont au total 8 électrons autour d'eux, ils respectent l'octet, il n'y a pas de charge formelle, tout va bien pour eux. L'oxygène qui se trouve sur la gauche respecte aussi la règle de l'octet, c'est la condition essentielle de stabilité, et on repère sur cet oxygène une charge formelle négative. Une charge formelle, c'est quelque chose qui est déstabilisant, mais on sait que l'oxygène est un atome très électronégatif, donc il fait partie des atomes qui est capable de bien supporter, de bien accepter la présence des charges formelles. Premier argument qui nous permet donc de dire cette entité paraît plutôt stable. Maintenant, si on veut justifier avec plusieurs représentations moléculaires, on s'intéresse à l'écriture des formules mésomères et pour ça, on va repérer les enchaînements caractéristiques. Alors, la charge moins va être délocalisable sur les deux autres atomes d'oxygène à travers l'enchaînement N sigma pi. Alors, cet enchaînement se lit dans ce sens-là, puisque les électrons d'un doublé non liant vont se placer à côté de la liaison sigma pour former une double liaison, ce qui va repousser des électrons pi vers l'atome d'oxygène en bout de cycle. On arrive donc à la formule mésomère suivante. Au passage, n'oubliez pas qu'on place la flèche caractéristique de la mésomérie. On va également mettre à la fin des crochets pour justifier que toutes ces représentations ne correspondent qu'à une seule entité chimique. On a donc à gauche maintenant une liaison double soufre-oxygène, ainsi qu'en bas. En haut, une liaison simple et un oxygène au moins. Et sur la droite,
On ne change rien.